Bienvenue dans Multifocus, le podcast qui fait le point sur vos écrans. Bonjour et bienvenue bande de cinévores que vous êtes. Bienvenue dans Multifocus, le podcast, l'émission numéro 5. Aujourd'hui, le thème principal donc de l'émission va être Alien et toute la saga Alien. Alors, pour cela, donc moi je suis le doc et pour cela je vais être entouré de nouveaux collaborateurs. Donc j'ai en face de moi Chourel. Bonjour Chourel. Bonjour les docs. Ça va ? Ouais, ça va plutôt bien. Un peu stressé, mais... Ouais, mais ça va passer. Ne t'inquiète pas. Tout le monde est passé par là. Tout va bien se passer. Et à côté, j'ai Davis. Bonjour Davis. Et salut. Toi aussi, ça va ? Ça va, pareil, donc c'est la première, donc on va voir comment ça se passe, mais il devrait pas y avoir de soucis. Bon, bah impeccable. Et juste à côté de moi, j'ai Mademoiselle Lia. Mademoiselle Lia, comment ça va ? Je vais bien, moi je suis pas stressée, tout va bien. Alors elle est pas stressée tout simplement parce qu'aujourd'hui elle va faire le rôle de documentaliste. Voilà. Et oui, je vais juste combler votre trou. Hashtag Wikipédia. Sur Pardon ? la touche. Hashtag Wikipédia. C'est ça, hashtag Wikipédia, donc je ne suis pas là. Tu interviendras de temps en temps. C'est Parfait, ça. on va tester cette nouvelle formule. Exactement. Alors en parlant de formule, je vais vous annoncer un petit peu le sommaire de l'émission. Comme d'habitude, on va commencer par nos attentes ciné-télé, donc une ou deux chacun. On va faire ensuite la critique de Alien Covenant, que nous avons vu tous ensemble, qui est sorti le 10 mai. Et puis par la suite, donc, Chourel commencera par nous exposer un petit peu le personnage de Ripley et son évolution au travers des films, des différents films de la saga. Je continuerai ensuite, le doc, avec comment fonctionne la peur dans les différents films d'Alien. Donc on verra un petit peu comment ça se construit tout ça. Et ensuite, notre ami Davis nous parlera de Monsieur Giger et de la manière dont ont été créés un petit peu les aliens et puis le côté visuel. Ouais, visuel, et puis l'espèce en général, puisqu'il y a pas mal de variations. Ça va être intéressant. Voilà, donc on écoutera tout ça. Ensuite, il y aura, qui va devenir traditionnel maintenant, l'anecdote. Et Ce nom me fera toujours rire, je suis désolée. et ensuite, on terminera traditionnellement également par les liens et ouvertures de ce podcast. Et puis l'annonce du prochain podcast, bien entendu. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par les attentes et ciné-télé. Les attentes ciné-télé. Alors, pour ma part, j'attends impatiemment la sortie de la saison 5 de HeroCorp sur France 4 qui démarre le 25 mai, pardon. Donc HeroCorp, pourquoi ? Parce que déjà je suis un grand fan de la famille Astier, voilà, Alexandre et Simon. En plus je vous fais une confidence, je les connais un petit peu. Waouh, la chance. Oui. Mais non, mais c'est vrai que HeroCorp, moi j'ai beaucoup aimé le côté artisanal. Je dis bien artisanal, pas forcément amateur dans le mauvais sens du terme, mais le côté artisanal et le traitement des super-héros à la française et un petit peu le traitement des super-héros décontracté un petit peu, voilà. C'est sans se prendre la tête, sans les productions Marvel, etc. Et je trouve que c'était intéressant. Et puis le ton qui était donné au début, on sait pas bien où ça va, on se dit ça a pas l'air terrible ce truc-là. Et au fur et à mesure, je trouvais que ça prenait plus de corps, tout en gardant le côté déconne à la Astier, mais en ayant un côté sympa. On s'attache aux personnages, on s'attache à l'histoire, on s'attache à tout ça. Et donc là, ils ont réussi à avoir les fonds pour faire la 5e saison. Ils ont galéré pour la saison 3 et la saison 4, principalement pour la saison 4 pour avoir les financements. Mais là, pour la saison 5, ils ont réussi à réunir les fonds et apparemment, ça a l'air d'être bien foutu. Enfin voilà, avec des beaux effets, avec un beau scénario et avec une fin.
Vraiment. Donc Simon Astier a vraiment dit que c'était la fin de C'est la fin, HeroCorp. Donc voilà. Donc moi je l'attends et puis voilà, c'est toujours drôle. Les super pouvoirs sont drôles. Enfin voilà, il y a vraiment des choses qui sont très très intéressantes là-dessus. Voilà. Donc moi c'est mon attente. HeroCorp. Je rajouterais que en parallèle de la sortie sur France 4, il y a une application qui fait une expérience interactive sur mobile. Par rapport à HeroCorp. Tout à fait. Voilà, En tu nous parallèle peut de être la intéressant. sortie sur France 4. Parfait. Eh ben écoute, merci bien. Voilà, ça y est, ton rôle de documentaliste, il est à fond. Je me mets là. dedans. Ça y est, c'est parti. Bon, voilà pour ma première recommandation. Chourel. Alors moi, je vais vous parler d'un truc rien à voir, qui est juste tout mignon, un truc de fille. C'est Everything Everything, qui est un film américain de Stella Maggie, qui, je crois que c'est son 2e film à peine. Et il est prévu pour le 21 juin chez nous. Et c'est une adaptation du roman du même titre de Nicolas Yoon. Donc grosso modo, c'est l'histoire d'une jeune fille malade, qui est prisonnière un petit peu chez elle, qui n'a pas le droit de sortir parce qu'elle peut attraper n'importe quel microbe. D'accord. Et un joli voisin arrive, un charmant jeune homme de 18 ans dont la chambre est en face de la sienne, et voilà. On peut deviner aisément ce qui va se passer entre les deux, la petite romance toute mignonne et les aventures adorables. Et mon petit coup de cœur, c'est surtout que l'actrice principale, Amandla Stenberg, qui joue Maddie, c'est Roux de Hunger Games, et cette gamine, je la trouve juste trop mignonne. Voilà. D'accord. Elle doit avoir grandi déjà. Oui, c'est un joli bout de gamine maintenant. Et Elle a 18 ans maintenant. Ouais, voilà. Forcément. Et son partenaire, c'est Nick Robinson. Je sais pas si ça parle aux gens, c'était le grand frère dans les 2 frères de Jurassic World. Ok. Zach Mitchell. D'accord. Voilà. Donc j'espère que ce film pourra plaire, parce qu'il a l'air juste mignon. C'est un petit moment d'amour à partager. Voilà. Oh bah comme c'est mignon, elle nous met plein de licornes qui vomissent des arcs-en-ciel. J'aime bien. C'est parfait, merci Chourel. Davis. Ouais, ben je vais vous parler rapidement de. J'ai vu l'info relativement il y a peu de temps. C'est en fait la série The Mist qui va arriver courant 2017, plutôt donc vers la fin, et qui est donc adapté du roman éponyme de Stephen King, The Mist. Donc ça va se passer probablement en une saison ou 2, puisque il y a déjà eu une adaptation en film qui était donc courte, un film, 1h30. Je me souviens plus qui avait fait l'adaptation en film. Mais elle était géniale. Je vais dire ça tout de Ouais, suite. c'était cool. Et donc The Mist, pour en parler rapidement, c'est l'histoire d'un brouillard, donc une brume pour la traduction qui arrive dans une ville et qui va donc engranger des créatures maléfiques avec des tailles vraiment gigantesques, et ça va semer la panique. On verra ce que ça peut donner en ce format série. D'accord, avec des gens qui sont enfermés dans un centre commercial. Ouais, je crois, ouais, c'est dans ça. un magasin dans le film. Donc il y aura aussi Alyssa Sutherland qu'on voit dans Vikings, qui joue Aslo, donc la belle australienne. Ça peut être sympa de la revoir dans ce rôle-là. Et qui, on l'a découvert, n'a rien à voir avec Donald Sutherland, ni Kiefer Sutherland de 24 heures. Parfait. Et donc le film The Mist est sorti en 2008 et il est de Franck Darabont. Franck Darabont, oui, qui avait fait Speed, si je dis pas de bêtises. Attends. Et donc ça sort le 22 juin aux USA. Yep, sur la Spike TV. Spike TV, inconnu au bataillon, je ne sais absolument pas ce qu'ils ont fait. Espérons Bref. qu'ils auront le budget FX. Hein. Ouais, c'est vrai que là, oui. The Mist, Il a absolument faut le que ça soit joli. S'ils sont à la machine à fumer, ça va pas être terrible. Merci Davis. Alors Avec moi, ma plaisir. dernière recommandation, c'est parce que je l'attends et j'ai vu les affiches hier et je l'attends quand même avec impatience. C'est la 3e saison du Bureau des légendes, la série de Canal+ avec Mathieu Kassovitz. J'avais découvert la première saison un peu par hasard. On m'en avait parlé, on m'avait dit que c'était bien, mais sans plus, sans me raconter, une histoire d'un peu d'espionnage, etc. Et en fait, c'est vraiment vachement intéressant. C'est l'histoire d'un espion qui est joué par Mathieu Kassovitz, des services secrets français, qui prend un rôle, qui joue un rôle à chaque fois pour être un espion. En fait, il va se créer toute une histoire, tout un CV avec un nom, avec des photos, etc. Donc, et il crée ça
dans un bureau et ils disent qu'ils créent des légendes, qu'ils créent une légende à chaque fois quand ils créent une vie comme ça. Donc d'où le titre Le Bureau des légendes. Et donc il va lui arriver tout un tas de péripéties et franchement c'est vraiment bien fait. C'est de l'espionnage. Il y a pas un côté James Bond, on va pas aller jusque là, ni Jason Bourne, mais on a vraiment quelque chose, un vrai support d'espionnage, une vraie histoire d'espionnage, mais en même temps filmé à la française, c'est-à-dire quand même avec avec un rythme beaucoup plus cool que les films d'action américains où ça part dans tous les sens, où il y a pas un plan qui dure plus d'une seconde et demie, etc. Et franchement, même si c'est filmé entre guillemets à la française, c'est pas chiant. C'est vraiment pas chiant du tout, ça nous crée justement une ambiance et c'est très intéressant et en plus c'est basé sur des faits réels, en tout cas la manière dont sont faites les légendes, etc., dont le métier d'espion tel que le joue Mathieu Kassovitz est fait, c'est vraiment basé, ils ont vraiment travaillé avec des gens de la DGSE, des services secrets. Donc je vous encourage vivement à regarder cette série, même si elle vous intéresse pas de prime abord, mais franchement c'est à découvrir. Et là la saison 3 risque d'être assez mouvementée et très intéressante à suivre. Sorti le 22 mai sur Canal+. Et il y a eu une annonce comme quoi ça va être repris par les Américains. Tiens, pour une fois. Quand c'est bien, bah voilà, ils arrivent. Exactement. Voilà pour nos recommandations. On va passer maintenant à la critique de Alien Covenant. La critique d'Alien Covenant. Alors c'est parti. Donc le film est sorti le 10 mai. Il dure 2 heures 2 minutes. Allez, on va dire un petit peu moins de 2 heures si on compte pas le générique. Donc film de Ridley Scott avec dans les rôles titres Michael Fassbender, Catherine Waterston, Billy Crudup et Danny McBride. Donc c'est genre science-fiction, épouvante, action, comme d'habitude dans les Aliens. Je vous pose rapidement le synopsis pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui seraient passés à côté, qui auraient vécu dans une grotte depuis ces dernières semaines. Donc c'est la suite de Prometheus. Ça se passe en 2104. Donc l'USCSS, Covenant, est un vaisseau spatial de la société Weyland-Yutani, bien connu des aficionados de la saga. À son bord, il y a un équipage de 15 personnes qui transportent plus de 2000 colons en hibernation et 1000 embryons humains pour aller coloniser une planète à l'autre bout de la galaxie. Et après une importante avarie qui va tuer plusieurs personnes, dont le capitaine. Le capitaine va mourir dès le début, on verra que sa tête dans une photo, ouais. Voilà, c'est ça, pas loin. Donc l'équipage reçoit un mystérieux message provenant d'une planète inconnue, planète qui se révèle être plus proche que la destination initiale du Covenant, et qui présente des conditions beaucoup plus propices à l'installation de la colonie. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Malgré la protestation de certains membres de l'équipage, le second, donc Christopher Oram, le second d'équipage, prend le commandement et il décide quand même de changer le plan de route du Covenant et d'aller enquêter sur cette nouvelle planète et de voir si l'implantation de la colonie est possible. Mais là, c'est là que les ennuis commencent. Voilà. Pour le synopsis. Donc on va essayer de ne pas trop spoiler pour vous donner quand même envie d'aller voir le film, et puis donc on va essayer d'être au maximum de notre anti-spoil. Et puis voilà, donc la critique, je pense qu'on est un peu tous d'accord, on est mitigé. Ouais. C'est le mot. Clairement le mot. Mitigé. Il y a des problèmes de rythme dans le film. Quelqu'un veut nous en parler ? Rythme, oui. C'est vrai que personnellement, c'était plus... si je peux me permettre, c'était plus dans le rôle du fan, fan incontesté du 1,
c'est dommage, mais j'en avais beaucoup trop d'attentes et du coup ce sentiment mitigé ressort. Mais ouais, pour rebondir sur ce manque de rythme, c'est vrai que on a cette phase vraiment comme dans le premier où on est à l'intérieur du vaisseau, il se passe présentation des membres de l'équipage. Voilà, on apprend qu'il y en a certains à qui il arrive des choses, mais et ensuite on atterrit sur cette planète et là l'aventure commence. Mais c'est vrai que donc autant la première partie dans le vaisseau, moi ça me paraissait vraiment proche du coup du 1 et j'étais satisfait avec satisfait oui et non, bien sûr c'est compliqué, mais je m'y suis identifié, si tu veux. On avait cette présentation des lieux, on se retrouvait un peu comme dans le Nostromo. On avait le vaisseau de Alien 1. Oui, le vaisseau d'Alien 1. On avait membres d'équipage féminin, masculin, quelques rivalités. On voyait rapidement quelques traits de caractère ressortir déjà. Et puis on arrive sur cette planète et j'ai l'impression que les choses se déroulent probablement un peu trop vite. Moi, pour le côté rythme, c'est pas des lenteurs. Peut-être qu'il y en a. Je les ai pas ressentis plus que ça. Peut-être à des moments, mais c'est plus l'enchaînement des choses qui m'a probablement gêné. Oui, moi j'ai trouvé justement par rapport à ces histoires de rythme que c'était, alors dans les moments où c'était où ça devait être rapide, c'était un peu trop rapide comme tu l'as dit, et des fois il y avait des moments où c'était un peu trop lent, enfin où on s'attardait sur des trucs, franchement on s'en foutait. Enfin voilà, même s'il y avait, c'était même pas une histoire d'ambiance. C'est vrai que tout ce que tu dis au début, le côté ambiance comme dans le 1 ressortait bien, mais c'est vrai que par la suite il y avait des fois où il y avait des plans qui auraient peut-être dû être coupés un peu plus rapidement. Pourtant vous me connaissez, je suis pas un fan des montages super rapides, etc. Mais là du coup il y avait des fois où le monteur, j'avais envie de lui dire mais non, là tu enlève une seconde quoi. Il y a une seconde de trop. Notamment à un moment on voit une tête coupée dans une fontaine. On la voit plusieurs fois. La première fois on a compris. Ok, il y a besoin d'un plan un peu long, mais après on la revoit, je crois, il y a 2 autres plans exactement quasiment les mêmes, et ils sont tout aussi longs. Pourquoi? Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, vrai, ouais. Voilà, ce genre de choses où il y avait pas forcément besoin de s'attarder sur certaines choses, et puis des fois des scènes d'action qui auraient mérité d'être un petit poil plus étoffées. Je trouve que l'explosion de la navette, elle arrive trop vite, elle se passe beaucoup trop vite. Alors c'est pas forcément ça personnellement, c'est pas forcément ça qui m'a gêné. Mais parce que c'est un accident et ça poum ça s'enchaîne, mais je sais pas, dans les scènes d'action, vraiment dans les combats, dans les choses comme ça. Bon, voilà, mais peut-être l'explosion de la navette est un peu soudaine, un peu trop soudaine, et du coup elle est pas assez bien amenée et pas assez pour le côté spectaculaire dont on le voit, enfin que l'on voit, c'est peut-être un petit peu amené rapidement effectivement. Donc des problèmes de rythme. Alors par contre, moi ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait de très beaux plans. Le directeur photo, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, voilà, faudra retenir son nom. Je pense que Lia va nous le trouver dans les 3 secondes. Je vais l'appeler Siri, je pense. C'était Siri qui était le directeur photo d'Alien Covenant. Oui, il y avait vraiment des beaux plans et une belle couleur. Ouais, non, je t'appuie sur ce propos. C'est vrai que j'ai apprécié. On a aussi quelques accalmies, notamment quand ils donc s'aventurent sur la planète et qu'ils vont découvrir les lieux, parce que bon, ça reste des colons, donc il va falloir qu'ils explorent au bout d'un moment. Et il y a quelques plans contemplatifs que j'ai trouvé assez réussis, souvent d'ailleurs en contre-plongée. On se retrouve face à des montagnes, avec une atmosphère assez paisible. D'ailleurs, un des personnages fait la remarque qu'il n'y a pas de cris d'animaux, qu'on se retrouve plongé dans une atmosphère assez à la fois hostile et on s'interroge. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça j'ai trouvé ça très très contemplatif et assez réussi pour le coup. Ouais. Et puis des beaux plans pour nous montrer que la planète est vaste. Ouais. Et inhabitée.
Je vais pas le dire le nom de ce monsieur, je suis désolée. Le directeur photo, c'est Dariusz Wolski. Voilà. Moi, j'ose. Excuse-moi, moi, je n'ose pas. Qui a fait Seul sur Mars, il a fait Prometheus, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, Alice au Pays des Merveilles, enfin... Ah oui, il a travaillé sur pas mal de choses. Il a Des petits films. un bon truc. Ouais, il est pas mal. Ouais, d'accord. Donc bon, effectivement, oui, ça a l'air d'être un cador. C'est pas son Et en premier, plus, quoi. et voilà, et en plus, il a déjà travaillé avec Ridley Scott, donc Exactement. Ridley Scott qui est quand même très exigeant au point de vue de l'image et de la photo. Le scénario, on en parle. Est-ce qu'on en parle? C'est-à-dire que sans C'est spoiler, en fonction en plus si on est fan ou si on est juste quelqu'un qui va voir le film comme ça, on va avoir des impressions complètement différentes de scénar, quoi. Mhm. C'est le fan pur et dur va être peut-être déçu, mais oui, oui. ça amène une optique complètement différente, quoi. Puis le but, entre guillemets, du film, c'est d'apporter des réponses. Est-ce qu'il en apporte? Est-ce qu'il en rajoute? Est-ce qu'il en repose? C'est... Voilà. Ah, moi, de ce point de vue-là, je trouve que oui, effectivement, le film apporte des réponses. Il en apporte. Ah oui. Indubitablement des réponses par rapport à Prometheus, qui nous en promettait aussi, haha, jeu de mots, hein, je ne pouvais pas m'en passer. Donc oui, il y en avait plein d'interrogations qui commencent à être résolues. On commence à avoir des éléments de réponse de la manière dont ont été faits les xénomorphes, comment ils ont évolué, pourquoi, comment, etc. Les space jockeys, enfin les ingénieurs, là, ouais. les grands extraterrestres avec une face qui a jamais vu le soleil. Voilà, on a beaucoup plus d'éléments de réponse, mais en même temps, ça continue à poser des questions. Ouais, Ça nous en repose de nouvelles. Donc moi, j'ai trouvé ça quand même vachement intéressant de ce point de vue-là. Après, le scénario est ce qu'il est. Ça reste le schéma classique Alien. C'est ça. Il n'y a pas besoin non plus, on n'est pas dans un Sherlock Holmes, hein, pour faire un petit rappel au podcast précédent. Ouais. On est presque sur du remake, j'ai envie de dire. On est dans un vaisseau qui reçoit un signal SOS Ah, qui mais cette décide fin, mon Dieu. d'atterrir sur la planète, quoi. Mais bon. Moi, je vais Pourquoi juste pas donner mon avis parce que je l'ai vu, Il mais y a- j'en ai vu aucun à part celui-là. Et ben, moi qui suis la petite newbie d'Alien, j'ai trouvé le scénario très bien. Pour D'accord. une fois, c'est moi qui Mais c'est suis dans le intéressant. Ouh, la sens vache. positif. C'est intéressant Alors là, parce que du coup ça revient à ce que disait Chourel, c'est que j'ai lu beaucoup d'avis et les retours sont souvent ça commence par ça. Bon, bonjour, moi j'ai pas vu les autres, c'est le premier que je vois de la série, même si j'ai entendu parler des autres, Ouais. et j'ai trouvé le film très bon, voire bon, voilà. Et donc ça revient un peu sur ce que je disais, c'est-à-dire que quand on est grand fan, donc voilà, on est amoureux d'un épisode de la série, de la saga, peut-être qu'on a des attentes beaucoup plus importantes et on est déçu sur certains aspects et du coup ça nous donne un avis différent, peut-être même faussé. C'est compliqué comme ressenti, ouais. Bah, c'est vrai parce qu'il a le scénario presque un petit peu typique de ces films qui se passent dans l'espace, quoi. Mhm. Conquête découverte, il se passe ça, il y a un dénouement, il y a un élément déclencheur, il y a tout ce qu'il faut et tout ce qui pourrait correspondre. Et c'est vrai que ça peut plaire justement aux néophytes, mais Après, est-ce que ça fait pas redite avec les autres moi j'ai trouvé. les autres épisodes? La Moi, presse je trouve et les spectateurs ont été assez critiques sur Allociné. Hein. Ouais. Et il est noté 3-3 par la presse et 3-1 par les spectateurs à l'heure où je vous parle. Ouais. Bon, Moi ça m'a c'est- manqué tu sais l'ambiance de peur qu'on ressent dans Alien 1. Je vais en parler, comment, pourquoi, etc. Voilà, ok, bon, scénario. Alors moi, il y a une petite chose qui m'a gêné, c'est la musique pendant le film. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a un petit peu gêné à certains moments, alors que pourtant j'ai réécouté pas plus tard qu'aujourd'hui la BO. Je l'avais dans toute la journée dans les oreilles et j'ai pas retrouvé les éléments qui m'avaient gêné pendant la musique. J'étais très décontenancé et il y a vraiment des moments où la musique soit était trop forte, soit était trop trop gay, trop musical pour un alien, pour des moments où par exemple ils viennent d'arriver sur la planète et puis ils explorent, ils regardent, etc. Des moments un peu contemplatifs et on a une musique un petit peu trop rythmée ou un petit peu trop funky entre guillemets. J'exagère hein, bien évidemment, mais voilà, et du coup ça m'a un petit peu gêné. Donc voilà, après je sais pas vous, c'est peut-être moi qui étais pas. C'est vrai que Non. moi je me suis senti
en tant que fan, quand le titre apparaît en bâton, à la manière d'Alien, avec le thème classique qu'on connaît tous. Le thème de Goldsmith, oui, Ouais, oui, voilà, de Jerry de Goldsmith. voilà, qui nous est cher. Bah, j'étais dedans, quoi, direct, et c'est vrai qu'après, au fur et à mesure du film, on perd déjà un peu ça, on retrouve quelques passages de la bande son de Prometheus, Ouais. qui est aussi très bonne, hein, même si elle est pas de Goldsmith. Et mais ouais, moi c'est pas quelque chose qui m'a gêné. J'ai D'accord. trouvé l'ambiance Non, moi, c'était que moi. sonore, voilà, satisfaisante. Ok, carrément. non, mais après dans l'ensemble, c'est Ouais. oui, c'était satisfaisant, mais il y a un ou deux moments qui m'ont, oh, tiens, Ok. tiens, Bah, voilà, d'accord. qui m'ont vrillé les oreilles, mais bon, c'est peut-être moi, tout simplement, j'étais mal luné ce jour-là. Le compositeur, c'était Jet Kurzel. Oui, Jet Kurzel. Et d'ailleurs, si vous écoutez la BO, il y a vraiment des moments qui sont très intéressants. Ça reprend la musique un petit peu de Goldsmith, l'esprit de Jerry Goldsmith, mais avec des côtés très modernes. Ça oui, par contre, ça s'est ressenti, ce Ouais. côté hyper moderne. Ouais, et je trouvais ça intéressant. Enfin, voilà, ça apportait un petit peu de Ça fraîcheur. a quand même quelques années d'écart, donc c'est cool que ça Très légèrement. Dernier point, moi que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, c'est toutes les questions philosophiques qui ressortent d'Alien. Alors il y en a, je sais, Chourel, toi ça t'a gêné. Ah, mais c'est pas Alien. Nom de Dieu, c'est pas Alien. Et en même temps, si, enfin, c'est les histoires de création, de créateurs, voilà, il y a quand même l'homme contre la machine, contre l'extraterrestre. Enfin, il y a une espèce de trio un petit peu infernal. Pour moi, c'est ouais. vraiment aller trop loin, quoi. Je retrouve pas justement cet esprit que j'aimais dans les premiers. Ça m'a gêné, vraiment. Un peu mégalomaniaque, non, c'est pas possible, quoi. D'accord. Est-ce que, vu que c'est antécédent à la saga originelle, est-ce que justement cet aspect création, ça n'appelait pas non plus à grands bras ouverts ce côté religieux, la naissance de quelque chose. Donc voilà, à quelque part c'est logique, hein, j'ai envie de dire, mais bon c'est un choix un parti pris, quoi. Ah oui, complètement. Parce qu'en même temps, le côté religieux avait déjà été traité dans Alien 3, dans la prison. Oui. C'est vrai qu'on C'est vrai. a quelques. C'était quand même assez, quand même en toile de fond. Ouais. Mais, Ouais, mais quand elle saute, quand elle fait le saut de l'ange, quand elle les fait bras le saut de écartés, l'ange, laisse tomber, voilà. Bon. Voilà, mais moi j'ai trouvé justement que les questions philosophiques qui ressortaient étaient comment dire? Oui, étaient vraiment vraiment intéressantes et sous-jacentes dans tous les films, mais qui ressortaient. Et c'est un thème qui, quand même, est cher à Ridley Scott, qui a réalisé le premier Alien et Prometheus et Covenant, et qu'on retrouve. Moi, j'ai trouvé beaucoup de similitudes, par exemple, pendant ces questions-là. Enfin, le traitement de ces questions-là avec Blade Runner. Oui, c'est vrai. Fallait qu'on en parle. Donc, voilà. Pardon. Forcément, il fallait qu'on en parle. Mais oui, il faut parler de Blade Runner. Alors attention, exclusivité Blade Runner qui sera le thème de notre podcast du mois d'octobre, parce que Blade Runner 2049 sort le 6 octobre. Il revient. Et que le doc a développé une addiction. Ah oui, ça fait 30 ans que j'ai cette addiction, si tu veux, donc même plus que ça. Magnifique. Donc voilà. Donc pour donc l'Alien Covenant, est-ce que vous voulez élargir un petit peu sur d'autres choses qui vous ont plu, pas plu, moins plu Pas forcément, non. Pas forcément sur le film, peut-être juste d'aller le voir. Par curiosité, essayez, si vous êtes fan, essayez peut-être de pas y aller en tant que vraiment mort de faim, d'avoir une suite ou quelque chose qui fasse vraiment qui réponde à toutes vos questions. Ou, voilà. Ne, Allez-y, ça vaut le coup, c'est un alien, ça marche. ne Ouais. pas y aller avec trop d'attentes. C'est Vraiment. ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà, de Ouais. pas y aller avec en se disant ça va être un alien où on va voir toutes les réponses. Non. Ça se fera Non. plus, ça 79. Et puis ça n'a pas d'intérêt d'être. Mais oui, bien sûr. Par Faut contre, moi, passer. j'ajouterais, et même si on veut faire la transition avec ma partie juste après, Oh là. j'aime toujours autant la place qu'il laisse aux femmes dans les films aliens. Et là, je dis merci. Parce qu'on a des femmes badass, des vraies héroïnes, quoi. Ouais, même si les personnages, il y avait certains personnages qui étaient un petit peu en demi-teinte. Dans Alien Covenant,
On se souvient pas forcément des noms, des visages, voilà, il y a quelques personnages où on se dit Non, ils sont fades. Ouais. Mais- Puis ils ont très peu de dialogue. C'est ça. Assez creux. Bon, après c'est de l'Alien, donc forcément il faut s'attendre à ce qu'ils aient pas une durée de vie super importante. Mais malgré, enfin, à part cette phase dans le vaisseau avant qu'ils atterrissent, voilà, une fois qu'ils ont atterri, ça y va quoi. oui, puis il y a des personnages dont on voit pas l'intérêt, quoi. Enfin, Aussi. franchement, qui auraient pu être soit plus étoffés, soit carrément être enlevés. Bah, il faut de la chair à canon, hein. Aussi, mais bon. Voilà, donc pour notre critique de Alien Covenant, donc tu en parlais, Chourel, nous allons donc passer à ta partie et au développement du personnage de Ripley. Get away from her, you bitch! Donc Chourel, le personnage de Ripley, nous t'écoutons pour ta chronique. Alors Ripley, ma petite chouchoute. Alors la saga Alien est devenue célèbre tout autant pour sa fameuse créature spatiale bien effrayante que pour son personnage principal féminin, notre très chère Ellen Ripley, alias la magnifique et talentueuse Sigourney Weaver. Elle y incarne une femme forte qui n'aura de cesse d'évoluer tout au long des films pour devenir l'incarnation de la femme indestructible, à l'antithèse du genre de la SF et du film d'horreur où les braves jeunes femmes ne sont là que pour faire joli, crier et mourir. J'ai envie de dire C.A. Flambert, pour ceux qui se rappellent de ce personnage dans Alien 1. C'est celle qui Oui. crie même quand elle ne meurt pas, tu vois. D'ailleurs, saviez-vous que Ellen Ripley est souvent présentée dans les listes des meilleurs personnages de l'histoire du cinéma. En 2008, American Film Institute la classe 8e meilleur héros de l'histoire du cinéma américain. Elle est aussi classée 2e plus importante femme fictive du cinéma juste après Clarice Starling du Silence des Agneaux. En 2009, Entertainment Weekly classe Ripley 5e sur leur liste des 20 héros les plus cools de la pop culture. Et la même année, elle a été classée numéro 9 au classement du magazine Empire des 100 plus grands personnages de films. Dans le magazine Première, elle est aussi classée 8e des meilleurs personnages de l'histoire du cinéma. Et enfin, MTV en 2009 la classe 7 fois personnage le plus charismatique du cinéma. Rien que ça. Mon amour. Ouais, ça va. Mais étudions cela de plus près si vous le voulez bien. Allons-y. Dans Alien 1, c'est la 3e en grade, l'officier réglo est posé. Elle veut suivre le règlement à la lettre et fatalement, personne ne l'écoute malgré ses conseils judicieux. Elle est la trouble faite, l'étudiante sérieuse à lunettes, mais quand même taillée comme une guerrière amazone. Elle dérange, on ne peut pas dire qu'elle soit très aimée, mais elle fait bien son job. Ajoutons à cela son langage parfois grossier, son agressivité sous-jacente, et vous obtenez un mélange délicieux et profondément humain. Ellen Ripley est une femme battante et forte, qui n'aime pas se faire marcher sur les pieds, et c'est aussi pour cela que nous l'adorons. Après la mort du capitaine Dallas, l'annonce du code 937 et la révélation de H, elle se transforme en survivante, elle prend enfin les devants. Elle essaie de sauver ce qui reste de l'équipage, même le chat. Surtout le chat. Surtout le chat. Ripley est poussée dans ses retranchements, Son instinct de survie prend le dessus. Elle n'a pas de super pouvoir, alors elle fait appel à toute son intelligence et à toutes ses tripes pour se débarrasser de la créature jusque dans la navette. Sa crainte principale est de voir les aliens survivre et que la compagnie réussisse à obtenir un spécimen afin de le ramener sur Terre pour en faire une arme militaire. Et la victoire, notre chère Ripley a réussi. Elle a survécu aux xénomorphes et s'apprête à rentrer chez elle. Notons le plan culotte assez culte, histoire de bien nous faire comprendre que c'était une femme. Des fois qu'on en douterait encore. Forcément. Forcément. Et c'est qu'on lui prêterait même une vision très pure de Blanche-Neige lorsqu'elle est enfin libérée de la créature. Elle attend que son prince charmant, la compagnie, vienne la délivrer de son sarcophage et de son sommeil. Dégoulinante de sueur quand même. Oui. Compagnie surtout dont elle vient de botter les fesses à grands coups de xénomorphes dans l'espace, quoi. Elle leur fait un gros doigt pour parler un peu vulgairement. Oh. Elle a défié l'autorité jusqu'au bout et empêche le code 937 de se réaliser. Mais, elle n'est pas encore la super-héroïne que l'on connaît tous. Elle reste encore fragile, car après tout, elle n'a eu, entre guillemets, qu'à survivre. Ce n'était pas un choix délibéré de sa part, et ce choix fatidique, elle ne le fera que plus tard, dans Alien 2. Alien 2, 57 ans plus tard. À peine réveillée, Hélène doit affronter la commission et l'autorité. Elle doit répondre de ses actes. Pardon d'avoir fait sauter le vaisseau, j'ai égoïstement voulu survivre. Pardon, désolé. Et personne ne la croit ou ne veut la croire. Elle passe pour une folle aux yeux de tous avec ses pseudo-menaces. Et comme par hasard, finalement, elle avait raison.
perte de contact avec la colonie sur la nouvelle planète, elle finit par y retourner de son plein gré. Elle affronte sa peur cette fois-ci, elle affronte l'incarnation de la mort. C'est ça la vraie définition du héros. Elle devient alors le préquel de la super-héroïne de SF épouvante que l'on attendait tant. Et contrairement à Vasquez, si vous vous souvenez aussi de ce personnage, elle s'est acheté un cerveau. Donc plus le temps passe, et plus elle commence à se faire confiance aussi, avec notamment la scène du plan du monte-charge où elle impressionne les deux militaires. Elle commence à poser les bases de la nouvelle Ripley mode badass. J'aime bien ce mot. Mais voilà, attention, histoire de nous rappeler qu'elle est une femme, on lui donne un prénom bien féminin, Hélène, car il n'a absolument pas été cité dans Alien 1. Aucun des personnages n'avait de prénom. Et surtout, on lui confie la garde d'une pauvre petite orpheline, histoire de bien nous rappeler qu'effectivement, elle a des ovaires, waouh, et qu'elle a de ce fait une sorte de fragilité supplémentaire qui pourrait bien aussi devenir sa force. Ripley donne alors l'image de sauver le monde et l'avenir. La prise de responsabilité est exponentielle. La voilà notre super-héroïne aux commandes qui désobéit encore à l'autorité de la compagnie en faisant tout péter. Encore. Ce qui lui vaut les foudres de Burke le financier qui tente de la tuer à coups de facehugger, le coquinou. Quel gros con. Ouais, c'est clair. Le film continue et nous arrivons dans cette phase magnifique où Ripley se doit de sauver la petite avant de partir. Quelle bravoure. Et se déroule alors le plus merveilleux des dialogues humains aliens, surpassant largement le E.T. téléphone maison. Je veux bien sûr parler de la reine contre Hélène. Qu'est-ce qui parle aux femmes et aux mères plus particulièrement? Les enfants, bien entendu. Finement joué de la part de Ripley qui réussit à se sortir d'une situation où tout était foutu dans les flammes et le sang. Mais la reine est coriace et nous voici finalement à cette fameuse scène finale du combat des titans, le combat pour sauver l'humanité. Hélène contre la reine, le boss de fin. Cette scène la transforme littéralement en incarnation de la classe aux commandes de son robot transporteur. Et Alien 2 se conclut sur la victoire merveilleuse de Ripley. Elle était venue en simple consultante et elle ressort de cette aventure non plus en simple survivante, mais en véritable héroïne de l'humanité. On peut dire qu'elle a gagné ses galons d'héroïne SF dans ce volet de la saga. Enfin, en tout cas à mes yeux. Oui, on elle est a tous pris d'accord. le plus 10 000. On enchaîne avec Alien 3. Dans ce volet, on est à l'apogée du chaos. Notre pauvre Ripley se retrouve piégée et sur la planète et dans une prison, qui est, en plus, remplie d'hommes pas franchement sympathiques. Elle n'a plus aucune échappatoire et tout est contre elle. Elle n'a même plus d'alliés puisque tout le monde est mort, et que Bishop, notre petit robot sympa, préfère la désactivation à son sort de grille-pain de luxe. Alors que faire pour Ripley? Eh bien se battre encore, contre le xénomorphe et contre la compagnie qui n'a toujours pas compris la leçon. On découvre que Ripley est comme enceinte. Oh, belle image de sa féminité / faiblesse. Elle porte en elle la reine et l'avenir des aliens. Elle est toute la représentation de ce qu'elle haït le plus. Elle vit tout simplement sa plus grande peur et elle se prépare déjà à se sacrifier, car elle sait qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'échappatoire, pas d'autre échappatoire que la mort. Alors autant emporter la créature avec elle. Mais avant tout, il lui faut éliminer le xénomorphe présent dans la prison. Le film continue et le piège se resserre autour de la bête et de Ripley. Pour l'une comme l'autre, il n'y a plus de solution de repli. Et dans ce troisième volet d'Alien, nous voici face à quelque chose de rarissime. La mort imminente de l'héroïne. Le sacrifice ultime pour un personnage principal féminin. Là, Hollywood, il a sorti le grand jeu. On peut dire que l'on n'aura pas épargné cette pauvre Ripley. Elle finit par se sacrifier, ne pouvant se résoudre à croire en la compagnie. C'est là son dernier défi, sa dernière rébellion envers l'autorité. Ripley réalise le saut de l'ange, celui qui la délivrera et de ce monde où elle a tout perdu, et du xénomorphe. Elle emporte le démon avec elle dans sa tombe en fusion et scelle leur destin à jamais. C'est un peu en cet instant qu'elle entre dans la légende, je crois. Oui, elle aurait pu avoir des enfants, oui, elle aurait pu avoir une vie normale si elle s'était laissée opérer. Mais non, elle ne pouvait se résoudre à ce que cette créature débarque chez nous, sur Terre. On dit « Merci Hélène, tu es notre sauveuse à tous ». Mais, bien sûr, Hollywood ne pouvait souffrir de la mort de son actrice fétiche. Il leur fallait inventer un scénario à coup de clonage ADN et de Walmart Industries. Et c'est là que naît Alien 4, la résurrection Jean-Pierre Jeunet. Ce volet porte bien son nom puisque nous assistons littéralement à la résurrection et la renaissance de Ripley lors de la première scène dans sa cellule, lorsqu'elle s'extirpe de ce grand drap blanc. Elle doit absolument tout réapprendre. Sa personnalité s'en retrouve changée également. Elle devient plus violente, plus cynique. Tout au long du film, elle a ce côté un petit peu flippant et ambivalent. Moi, je sais qu'elle fait des fois des frissons dans le dos quand elle avait des regards un petit peu... Elle n'a plus de conscience et laisse clairement transparaître son instinct primaire et quelques souvenirs de son ancienne vie.
Et surtout, elle a conscience d'avoir donné naissance à une reine qui grandira et les tuera tous. Elle possède un lien indéfectible avec elle. Elle fait preuve désormais d'une sorte d'empathie pour les aliens et d'une absence de compassion pour les humains. Elle prend d'ailleurs pleinement conscience de ce qu'elle est devenue lorsqu'elle essaie de s'échapper avec les mercenaires et qu'elle tombe sur le laboratoire, avec les CTC Burke précédant sa réussite. Elle réalise qu'elle est le fruit d'une expérience scientifique horrible, mélange unique d'aliens et d'humains. Elle prend toute la mesure de sa nouvelle nature et elle panique en détruisant absolument toutes les preuves. On en est bien content d'ailleurs parce que franchement, Burke. C'était dégueulasse. Ça arrive. Elle persiste alors à rester du côté des humains et à les aider jusqu'au moment où elle entend l'appel de la reine. Et puisque la reine est son alter ego, elle doit absolument la rejoindre. C'est là qu'elle constate le fruit de leur union. Un être entièrement hybride, mi-humain, mi-alien, qui reconnaît en Ripley sa vraie maman. C'est une véritable abomination, et même si son instinct de mère semble prendre le dessus, car elle a peur pour lui, car elle a mal pour lui, elle se doit de l'éliminer. Et parlons de cette mort terriblement délicieuse, anthologique, comme un flambi sortant par le mauvais trou. Nous terminons cette quadrilogie sur une fin semble-t-il réussie. La vie de Ripley était si intrinsèquement liée aux aliens qu'il lui aura fallu pratiquement 3 siècles en jouant au phénix qui renaît de ses cendres, et mêler son sang au leur pour accomplir son destin et anéantir la menace alien pour revenir sur Terre. Décidément, Ripley n'est pas le genre de femme à abandonner, on peut dire qu'elle est increvable. J'ajouterai en conclusion qu'aujourd'hui l'influence de Ripley dépasse celle de la franchise originale du film. Elle est apparue dans des romans, des bandes dessinées et des jeux vidéo. De plus, celle-ci inspire bon nombre de personnages féminins du jeu vidéo comme Samus Aran, l'héroïne de Saga Metroid. Oui. Je fais de bêtises. Je conclurai d'ailleurs sur le fait que les réals et le cinéma ne savent jamais que faire des femmes. Ce à quoi je répondrai, eh bien faites-en des Ripley. Ce personnage était asexué lors de l'écriture du scénario, faut le savoir. Et beaucoup y auraient placé un homme. Alors merci la Fox d'avoir donné ce rôle à la cultissime et grandiose Sigourney Weaver. Elle vous a prouvé qu'elle avait aussi de sacrées coronesses, et que ce personnage avait sa place dans l'histoire du cinéma. Un alien sans une Ellen Ripley n'aurait pas eu la même saveur. Nous sommes bien d'accord. Merci beaucoup, Merci. Chourel. Oui, ce personnage de Ripley quand même laisse un gros comment dire, un gros pavé. Enfin voilà, ça a quand même lancé quelque chose d'assez incroyable dans le film de SF fantastique, etc. Personnage féminin qui est Elle est inédite. voilà, qui est venu quand même casser un peu tous les codes qui étaient en vigueur. Moi, je vais ajouter qu'elle est censée réapparaître dans Alien 5, qui est prévu pour 2018. Croisons les doigts, elle a accepté en tout cas, apparemment. Voilà. Elle est censée y être, qui sera logiquement réalisée par Neil Blomkamp. District 9 notamment. Donc merci beaucoup Chourel pour cette belle chronique de Ellen Ripley. Passons maintenant à la peur. Justement, la peur dans les films d'aliens. Tremblant. C'est parti, trembler. The emergency destruct system is now activated. Alors la peur dans Alien, moi je vais essayer de vous décortiquer un petit peu la recette, enfin les différentes recettes de la peur dans les différents films d'Alien. Alors déjà, on remarque quelque chose dans tous les films, ça se passe toujours dans un lieu isolé. Il y a pour beaucoup de films, comme notamment Alien 1 par exemple, c'est un huis clos, c'est-à-dire qu'on est dans une pièce ou dans un endroit vraiment fermé, donc c'est un vaisseau avec l'espace, point barre, même s'ils descendent dans la planète, mais après ils remontent vite. Voilà, c'est déjà une ambiance de huis clos, ça donne une impression d'étouffement, donc ça donne déjà une ambiance, une certaine ambiance de peur. Ensuite, ce sont des films de science-fiction, mais avec l'horreur et l'épouvante comme code narratif, comme mode narratif. Donc, ça va emprunter les codes du film d'horreur. Donc, je vais vous les rappeler ou vous les apprendre un petit peu ces codes du film d'horreur. Par exemple, il va y avoir pas mal de jeux avec les portes. Beaucoup à chaque fois des portes fermées, notamment dans le 1 avec ces portes hydrauliques qui font beaucoup de bruit, qui se ferment, et on va fermer le sas machin, on va fermer le sas truc, on va l'enfermer ici, etc. On voit beaucoup de plans sur ces portes qui se ferment.
dans le 3 également pour diriger la créature, etc. Donc là, toutes ces portes il y a toujours un effet particulier qui renforce l'effet huis clos, bien évidemment. Il y a toujours, alors avec ça, en plus des portes, il y a des couloirs, des souterrains, des cavernes, des profondeurs, des gaines d'aération, etc. Donc ils vont encore plus resserrer cette ambiance. Le côté aussi gore, giclage de tripes, de boyaux et de sang dans tous les sens. Donc là, on est vraiment totalement dans l'épouvante, dans le côté le gore un petit peu. On frôle le côté gore dans beaucoup de films. Notamment avec les séquences de Chestbuster, donc là, lorsque la créature sort de la poitrine des hôtes, donc là, il s'en donne à cœur joie. Enfin, je vous conseille d'aller voir les making-of, notamment du 1, pour voir comment ça a été fait. C'est assez sympa. Régler le trépied. Oui. Mais d'ailleurs, ils ont utilisé des vrais tripes. Ils sont allés, il y avait un abattoir à côté, et ils prenaient des tripes, des boyaux, etc. Enfin, c'était un truc. Apparemment, il y avait une odeur épouvantable sur le plateau de tournage. Donc voilà, le côté gore, giclage de sang et tout ça, on l'a aussi. Le côté aussi dans les films d'horreur, on va se diviser en deux groupes. Oui. Donc il y en a un qui va en haut, l'autre qui va en bas. Paf. Il y a un groupe qui se fait décimer. Merde. Donc le petit groupe qui reste, hop, il va se resplitter en deux et on recommence. D'ailleurs, ça me fait penser à ça. Alors je n'aurais jamais pensé faire une corrélation pareille, mais il y a un sketch de Jean-Marie Bigard qui parle des films d'horreur. Oui, oui, si, je parle de Jean-Marie Bigard, s'il te plaît, et qui est assez drôle justement et qui explique un petit peu, qui aussi décortique à sa manière les codes des films d'horreur et qui l'explique super bien. C'est très drôle. Donc voilà, le côté du plusieurs groupes. Le côté du aussi, le sexe, c'est pas bien. S'il y a du sexe, il y a de la mort. Notamment, la mort d'Hélène Ripley, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle se sacrifie, certes, mais qu'est-ce qu'elle a fait dans le film, un peu plus tôt ? Elle a fait l'amour avec le médecin de la prison. Chose qu'il ne fallait pas faire, donc forcément, les deux meurent. Oh là là, spoil, je suis désolé. Il y a quand même prescription pour Alien 3. Voilà, donc là, le sexe, c'est pas bien. S'il y a sexe, il y a mort. Héros, Thanatos, tout ça, je vous renvoie à votre mythologie. Et il y a un truc, moi, que j'aime bien, c'est le coup du chat. Moi, ce que j'appelle le coup du chat, notamment dans le premier, c'est paf, il y a un gros bruit, c'est quoi ? Il y a un truc qui sort vite. Ah putain, non, c'est ce chat. Voilà, donc ça c'est un peu le jump scare, ce qu'on appelle dans le jargon, c'est le jump scare, c'est le truc qui fait peur, qui fait sursauter, alors que c'est pas du tout la cause de la peur du film. Donc là, entre autres, c'est un chat, et très souvent ce sont des chats, ou des rats d'ailleurs. Il y a pas mal de jeux de zoom et de jeux de focale aussi, là pour rentrer dans un côté un peu plus technique, où on a des grandes focales qui permettent d'avoir un flou au fond, d'avoir donc le sujet très resserré et très très présent à l'écran, et en même temps de voir une forme qui passe derrière dans le flou. Donc ça, on va l'avoir aussi, qui va renforcer aussi cette idée de peur, et que on se focalise sur le personnage principal de l'image, et il y a un truc qui bouge derrière. Merde, c'est quoi ? Et là, ça renforce aussi. On a peur de ce qu'on ne voit pas. Alors justement, j'en arrive au décortiquage un petit peu de chaque film assez rapidement. Alien 1, qu'est-ce qu'on a ? On voit la créature que quelques minutes en fait dans le film. Je crois que c'est quelque chose. Le film dure en version longue, il dure 2 heures, et on doit voir la créature peut-être quelque chose comme 10 minutes en tout et pour tout, et on la voit en plus par morceaux. Alors ça, c'était pour des histoires techniques, parce que à l'époque, en 79, c'était assez difficile, même si la créature avait été vachement bien faite, mais là, Davis nous en dira un peu plus tout à l'heure. Mais on la voit que quelques minutes, donc ça recrée l'effet de peur. On a peur de ce qu'on ne voit pas, ou de ce qu'on voit peu, ou de ce qui est dans l'ombre, etc. C'est ça qui était bon. Et c'est ça qui était très bon. Mais c'était le premier. Après, l'effet de surprise est un peu galvaudé pour les autres. En général, les moments de peur dans le 1 sont précédés par des moments joyeux, des moments calmes. Ce qui fait que ça renforce encore plus, et ça arrive, plaf, d'un coup, le moment de peur, notamment lorsque le Chestbuster arrive. Ils sont tous en train de manger et tout ça, et d'un coup,
ça éclate quasiment instantanément. Beaucoup de plans longs tout au début du film, dans les couloirs, etc. Donc là, qui vont renforcer le côté labyrinthique, claustrophobique. C'est un petit peu comme dans Shining, qui est sorti 1 an après, mais le tournage a duré plus longtemps. Donc copie, pas copie, je ne pense pas quand même de la part de autant de Ridley Scott que de Kubrick, mais on a quand même ces éléments-là qui font aussi partie des codes du film d'horreur. La musique de Jerry Goldsmith est angoissante, comme nous l'a dit Davis tout à l'heure, ça installe l'ambiance, il y a des dissonances dans des tonalités mineures qui font un petit peu grincer des dents, un petit peu on se demande, c'est pas équilibré, on a un petit truc bizarre, quoi. Voilà, il y a une musique un petit peu bizarre et angoissante. Ripley, à la base, comme nous l'a dit Chourel, elle est comme tout le monde. C'est une madame tout le monde au début, qui va se transformer en warrior de base, au fur et à mesure. Mais au départ, elle est comme tout le monde. Donc on s'identifie à elle, et du coup, on s'implique beaucoup plus dans le film. Il y a un deuxième ennemi aussi qu'on n'avait pas vu venir, c'est l'androïde. Ash, dans le premier, joué par Ian Holmes, qui va faire le vieux Bilbo dans le Seigneur des Anneaux, et qui joue dans le 5e élément également. Donc là, voilà, il y a un deuxième ennemi qui arrive encore plus par surprise. Et il y a quelque chose aussi qui est très flagrant dans les films d'Alien, c'est une espèce de compte à rebours qu'il y a au niveau du détecteur de mouvement. Donc on a un espèce de bip bip lorsqu'on a un mouvement qui est détecté, et puis le compte à rebours final, presque final, par rapport à l'explosion du Nostromo, où là on a sans cesse un stress par rapport à ça, et ça donne encore plus le côté angoissant, un autre type d'angoisse. Je passe à l'Alien 2 rapidement, film en 2 parties. Je pense que pour moi c'est un de ceux que j'ai le moins aimé, parce que la première partie est très longue, la moitié du film est très long à s'installer, c'est l'entraînement, etc. Ça casse un petit peu, ça installe les personnages, les lieux, etc. Mais j'ai trouvé que c'était un peu trop long et trop stéréotypé. À partir mais en 30 secondes, il y a des xénomorphes partout, ça pète dans tous les coins, etc. Et là, ça nous prend encore par surprise. Donc là, quand même, il y a ce côté intéressant par rapport à la peur. Première apparition de la reine, également, on s'y attendait pas, nouveau personnage, et qui en plus est enragé, avec la destruction de sa progéniture. Au début du film, il y a le cauchemar aussi de Ripley, dans la version longue. En tout cas, moi, je vous parle des versions longues, j'adore les versions longues, et je regarde toujours les versions longues quand je peux. Et elle fait un cauchemar, et elle s'imagine qu'elle a un alien dans le ventre, et qu'elle a le chestbuster. Que ça lui arrive. Donc là, bon, ça nous fait un coup, puis finalement, non, ça va. Il y a aussi ce qui renforce le spectateur qui le rend plus dans le film, le côté point of view des soldats. Les soldats ont une caméra sur le casque, et on a souvent les plans comme si on était les soldats. Et là, du coup, ça renforce un petit peu. On ne voit que ce que voit le soldat, et on a toujours ce jeu de ce qu'on voit pas. Le deuxième ennemi n'est plus l'androïde. Cette fois-ci, dans le 2, c'est Bishop, cette fois-ci qui va être l'ami fidèle, mais c'est le représentant de la Weyland ou Yutani Corp Burke, dont on nous a parlé tout à l'heure, Chourel. C'est lui, finalement, le deuxième ennemi, qui nous prend pas forcément par surprise, mais enfin, il nous fait beaucoup de putes, pour être totalement impoli. Oui. On a toujours ce détecteur de mouvement un peu plus évolué, et pour le compte à rebours, on a le décompte des balles qu'ils ont dans leur flingue, qui donne encore plus de stress. À un moment, ils auront plus de balles. Merde, comment ils vont faire après? Donc là, c'est tout à fait intéressant. Et puis le réacteur général qui est instable, le réacteur de la planète, qui risque de péter à tout moment. Donc là aussi, ça nous met une bonne petite angoisse. Le réacteur de la planète? Oui, le réacteur de la colonie. Ah, c'est une terraformation. Voilà. Pardon. Je l'ai pas vu. Ça s'entend. Donc dans Alien 3, cette fois-ci, il y a qu'une seule créature, mais
menace d'autres en gestation, peut-être. On se retrouve dans un lieu beaucoup plus grand, mais par contre, c'est une prison. Donc là, on a d'autres peurs, surtout pour Ripley, qui est la seule femme avec des hommes très en manque. On soupçonne un peu tout le monde, le médecin, bien évidemment, en premier, qui est joué par Charles Dance, qui fait Tywin Lannister dans Game of Thrones. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, hein, c'est pour lui. Mais on va soupçonner un peu tout le monde des coups des mauvais coups. Donc le lieu de la prison est limité, mais vaste. Il y a plein de couloirs, de portes, de détours, de souterrains, de choses comme ça. Et Ripley commence un peu à nous faire peur. Elle commence à nous foutre un peu les jetons, on se dit, elle est peut-être pas si gentille que ça, on a un petit doute quand même, à ce moment-là. Et dans cet Alien 3, il n'y a pas d'arme à feu, comme dans les deux autres. Aucune arme à feu, puisqu'ils se retrouvent dans une prison, donc aucune arme. Même pour les gardiens, ils se retrouvent avec une hache, etc. Donc ils vont essayer il va falloir qu'ils se débrouillent pour tuer ce xénomorphe. Cette fois-ci, on n'a pas le point de vue des soldats, mais on a le point de vue des xénomorphes. On se met dans la peau d'un xénomorphe, donc on voit ce que voit un xénomorphe, un alien, et qui se balade, etc. Donc là, ça nous renforce encore l'idée de peur, parce qu'on a le côté guignol, on sait où est le méchant, on sait qu'est-ce qu'il fait, etc. C'est ça, c'est ne va pas là-bas. Un fond de religion apocalyptique, est-ce que c'était nécessaire ou pas? Bon. Il y a du sexe, comme on a dit, enfin, mais bon, voilà, ça meurt. Ripley meurt, et celui avec lequel elle fait l'amour également. On a une présence un peu plus importante de la compagnie Weyland Yutani, qui est toujours en toile de fond et qui veut exploiter ce xénomorphe à tout prix. Donc là, on a toujours cette toile de fond un petit peu, qui est beaucoup plus développée dans Prometheus et dans Covenant. Et le compte à rebours cette fois-ci, c'est un compte à rebours humain. Il y a beaucoup d'humains dans cette prison et ils vont décimer les uns après les autres et il y en a de moins en moins. Donc le compte à rebours à ce moment-là est au niveau des personnes et puis de la gestation d'autres aliens. On ne sait pas où sont les autres. Dans le 4, rapido, le 4, il y a un lien malsain, ambigu justement, comme tu disais tout à l'heure, Chourel, entre le clone de Ripley et la créature. Donc là, Ripley est encore moins gentille que ça. Elle commence à avoir des pouvoirs, des choses un petit peu surhumaines. Elle commence de plus en plus à nous foutre les jetons. Il y a, alors moi, ce que j'aime beaucoup, l'ambiance à la Caro et Jeunet, enfin à la Jean-Pierre Jeunet, au niveau des lumières très travaillées, des ambiances lumineuses, enfin colorées, qui manie très très bien ça, Jean-Pierre Jeunet, et du coup ça donne encore plus une ambiance, enfin un côté sombre au film. Il a un genre de filtre qui Exactement. est assez cher, c'est vrai qu'il le réemploie dans celui-là et ça marche très bien, quoi. Ouais, ça marche très très bien. Il y a une scène qui est bien angoissante et longue en plus, c'est la scène où ils sont dans la flotte. Ah oui, oh là là. Où là, elle dure en plus très longtemps, parce qu'après la flotte, il y a encore d'autres trucs, puis il y a encore d'autres trucs, puis il y a encore d'autres trucs, et cette séquence-là, enfin ces séquences-là sont vraiment hyper bien faites dans le film. C'est vraiment un morceau de bravoure et vraiment excellemment bien fait. Donc là, ça nous renforce encore cette idée d'angoisse. Le xénomorphe qui nage, maintenant il sait nager. Et puis il y a aussi beaucoup de hors-champ qui sont très bien gérés, notamment dans cette scène de flotte quand ils sont accrochés à l'échelle, où on voit pas forcément tout, on ne voit qu'une partie des gros plans sur une cheville avec la main, enfin la patte du xénomorphe, etc. Enfin il y a tout plein de jeux, je pourrais pas les expliquer là parce qu'on n'a pas le temps malheureusement, sinon le podcast prendra à peu près 4h30, mais voilà, il y a des choses au niveau du montage, au niveau des cadrages qui sont vraiment excellemment bien faits, essentiellement dans cette scène, et qui donne encore cette idée d'angoisse. Tu voulais dire quelque chose, Davis ? Ouais, j'ai juste entendu qu'apparemment cette fameuse scène dans l'eau avait été vraiment réalisée par les acteurs et qu'il y a la scène où il emporte un sur son dos et que ça avait été très très dur à filmer et que s'il peine à l'écran, c'est parce qu'il peine aussi en vrai, donc ça rajoute encore cet effet réaliste
d'angoisse, voilà, on est traqué, et en plus on galère dans l'eau, dans les mouvements lents. Et de fatigue, Ouais. et de... Ouais, Ouais. tout à fait. Moi, je vois cette scène, je me dis, mais moi, je serais morte avant, noyée tout court. D'un arrêt cardiaque. Dans Prometheus, on a alors la peur est moins présente, mais on a un côté énigmatique qui reste quand même sous-jacent et qui nous laisse un petit peu sur notre faim quand même. Et puis ça réunit un petit peu tous les éléments des autres films, des côtés huis clos. Il y a des parties qui sont totalement huis clos, il y a des parties qui sont avec une créature, des nouvelles créatures, etc., qui sont les nouveaux deuxièmes ennemis, etc. On a pas mal de choses comme ça. Nouvelles créatures, les ingénieurs. Entre autres, enfin créatures. En tout cas, on en apprend un peu plus sur ces ingénieurs, et en même temps, pas tant que ça. Ils sont humains quand même, hein. Hein? ADN humain, hein. Mine de rien. Oui. Ça se discute. Oui, oui. Et puis aussi cette histoire d'huile noire qui arrive enfin et qui nous apporte beaucoup de questions, beaucoup de flou, donc de l'inconnu, donc de la peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? D'ailleurs, ça m'a fait penser quand même un petit peu à X-Files, entre autres, puisque dans X-Files, il y a cette histoire d'huile noire. Donc là, voilà, hommage, copie, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, j'aurais pu en parler encore pendant beaucoup plus de temps, mais le temps nous presse. Je suis déjà à plus d'un quart d'heure de mes explications de la peur, mais c'est tellement bien géré quand même par les différents réalisateurs à leur manière. Et en plus, chose intéressante, il y a une ambiance colorée, une couleur par film. Oui. Et ça, je trouve que ça apporte une identité particulière à chaque film et j'emploie encore ce mot, ambiance oppressante quand même, et en même temps différente à chaque fois, et c'est une oppression différente à chaque fois, ce sont des peurs différentes à chaque fois, et ça fait appel à des peurs primales différentes à chaque film, et c'est ça qui est, je trouve, très intéressant dans le traitement de la peur dans la saga Alien. Voilà pour ma partie. J'espère que je vous ai bien foutu les boules. Presque. Mais quand vous allez les revoir, vous essayerez de penser un petit peu à tout ça et de voir justement comment ça a été bien manié. Même si les films sont pas toujours égaux. Voilà donc pour ma partie. Nous allons passer maintenant à la partie de Davis qui va nous parler de Monsieur Giger et des différents aliens dans les films. Donc Davis, explorons avec toi Monsieur Giger, pardon, pas Giger, Giger et les aliens, les différents aliens des films. Nous t'écoutons. Ouais. Bah, carrément, du coup, petite biographie de Monsieur Hans Ruedi Giger, d'origine suisse, né en Suisse, en 1940, malheureusement décédé en 2014, donc à l'âge de 74 ans, paix à son âme. Donc c'est un designer, plasticien et sculpteur de formation. Il a fait une école d'art appliqué en Suisse, durant laquelle il est très productif. Il exerce ses techniques, différentes techniques, notamment il commence à traiter avec le polyester, avec l'encre, parce que c'est sa technique qu'il va employer tout au long de ses productions ensuite, donc l'aérographe, dans lequel on met quelques gouttes d'encre, et donc c'est un pistolet à air comprimé qui projette un petit filet d'encre. C'est une technique très difficile à maîtriser, donc il met beaucoup de temps à pratiquer, à faire beaucoup d'œuvres, et c'est ce qui va devenir sa signature. Donc ça nous donne des œuvres qui sont très très sombres, peu de couleurs, avec des nuances de noir. Ce monsieur, on voit rapidement son style émerger lors de ses œuvres, quand on voit ce qu'il faisait quand il était étudiant, et même dans son temps libre. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui ressort en tant que un petit dérangé dans la tête. C'est-à-dire qu'il se passe des choses. Petit. Putain, oui. Il va pas dessiner des Bambi et des paysages fleuris. Vaut mieux pas. Non. Mais c'est très intéressant parce que rapidement on se retrouve avec
des choses choquantes avec énormément de formes, de positions sexuelles, des formes phalliques, un peu de sadomasochisme, enfin voilà, c'est Un peu. et pas que peu, non, c'est très choquant et lors de ces peu de représentations en salon, même en magazine, la plupart du temps, il met même pas son nom. Notamment, il y a une petite anecdote qui dans un magazine underground, il fait un petit article avec quelques œuvres et il appelle ça a feast for psychiatrists, donc un festin pour les psychiatres. C'est-à-dire que bon, le mec est quand même au courant de ce qu'il produit, ça va choquer des gens et ça va, voilà, les gens vont réagir, vont dire waouh, qu'est-ce que c'est ce mec. Il y a un bel exemple sur Wikipédia. Hein. Ouais, enfin tapez Giger, vous allez vite voir ce dont on Google parle. Images, ouais, c'est bien torturé. Hein. Donc on apprend rapidement qu'il a une affection particulière pour l'œuvre de Freud, donc c'est ses travaux de philosophe et notamment son Psychanalyste, ouais. ouais, psychanalyste et philosophe bon, plus tard et donc du coup sa culture du rêve et donc Giger a cette petite idée d'écrire, de tenir un journal de ses rêves, c'est-à-dire que quand il se réveille, il met à l'écrit ce dont il a rêvé et ça va servir d'inspiration parce que pour lui ça l'effraie, il s'en cache pas, c'est quelque chose qui l'effraie clairement. Il en est pas, enfin c'est pas qu'il en est pas fier, mais il tient à l'exploiter, mais ça lui fait peur en même temps. Il y a un petit côté un peu comme Dali, quoi. Ouais, voilà, ouais, clairement. D'ailleurs, ils sont étroitement liés. On en parlera un peu plus tard. Pour quelques petites dates, mais c'est vrai que de 69 à 70, il a été diagnostiqué. Enfin, c'est pas qu'il a été diagnostiqué, mais c'est qu'il a fait part de cauchemars claustrophobiques et vraiment de terreurs nocturnes, voire de cauchemars horrifiques. Donc vraiment, ça le prenait, quoi. C'était interne et lui, il exprimait sur ses toiles et ses créations. On va un peu clôturer cette rapide biographie en parlant de l'œuvre qui va le propulser, le Necronomicon, clairement. Donc qui va de fil en aiguille remettre à Ridley Scott lors du tournage d'Alien, enfin de la production d'Alien 1. Et Ridley Scott va tomber sur l'œuvre Necronome 4 et 5, qui sont en fait ni plus ni moins que le Xénomorphe. C'est sa création. Ridley Scott, ça faisait 7 mois qu'il bossait dessus, il tombe dessus, il fait j'ai jamais été sûr, aussi sûr de moi, c'est ça que je veux, c'est sûr, on adapte ça, mettez-vous au boulot, ça va le faire. C'est lui que je veux. Ouais, voilà, c'est le coup de cœur. Et il tombe sur ça, ses équipes se mettent au travail. À la base, Giger avait designé quelque chose avec une tête très très longiligne, très lisse, ça ils l'ont gardé. On retrouve donc cette patte biomécanique. C'est le terme qui va être défini rapidement et qui va coller à la peau de Giger. Bioméca, donc cette espèce d'assemblage mi-humain, mi-peau humaine, mi-acier, mi-machine, mi-humain au final. Et donc ça va partir dans la création du costume, puisque bon, pour le premier Alien, il n'y avait pas d'image de synthèse, c'était un magnifique costume. D'abord fabriqué, puis ensuite moulé en latex pour que l'acteur le porte. Il y avait à la base il était transparent, mais pour des raisons X ou Y ça n'a pas été retenu parce qu'on voyait donc la personne qui le portait dessous, ça marchait pas, mais il devait être transparent. Giger, pour la petite histoire d'ailleurs, voulait qu'il y ait des verres, en plus de l'espèce de bave qui tombe tout au long du film. On voit cette matière visqueuse. Des vrais asticots, quoi. Lui, il voulait des asticots. Voilà, il disait ça va être génial, je veux des asticots, faites ça. Ouais, trop bien. Et tout en surtout ne pas abandonner ce côté sexuel phallique qui revient. Il faut en parler parce que c'est présent et omniprésent. Et d'ailleurs Ridley Scott, c'est très proche, en été, enfin marcher avec lui, c'était quelque chose qui, ben voilà, il a vu, ok c'est sexuel, c'est pas un souci pour moi. Il parlait même d'une scène de viol, enfin vraiment qui n'a jamais existé dans le 1, mais ça devait se passer. Quand Ash enfonce le journal dans la bouche de Ripley, on est quand même. Ouais, mais vraiment une scène de viol. Limite dans un viol, quoi. De l'alien. Oui. C'était l'alien qui avait violé l'actrice Cartwright. Je suis en train de regarder des images sur le net. Ouais, non, c'est Oh, putain. si vous ne voulez pas dormir le soir, regardez ça va être sympa, ouais.
Mais voilà, on va clôturer sa petite bio sur ça. Il y a tellement de choses à dire, mais c'est pareil hein, que le doc. Je vais pas trop m'étaler parce que ça prendrait des heures et des heures. Mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas, c'est passionnant, c'est terrifiant et passionnant. Donc on va partir sur sa création, qui au final est partie de deux dessins plus ces magnifiques œuvres. Et donc c'est la race des xénomorphes dans Alien. Donc c'est une race qui a plusieurs cycles de vie. On la connaît sous plusieurs formes tout au long de la saga. Donc notamment sous forme d'œuf, fameux egg. Bon, Gros œuf. Ouais, gros œuf. J'ai utilisé beaucoup d'anglicisme parce que on va pas forcément le traduire, ça marche pas forcément très bien. Mais cet œuf qu'il découvre, qui ensuite s'ouvre pour laisser sortir cette espèce de crabe araignée qui se colle à la face des gens. Donc ce fameux facehugger, donc câlin visage, je sais pas trop. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas traduire. C'est une certaine forme de câlin. Donc voilà, deuxième phase. Et une fois que cette petite affaire est faite, la fameuse personne, donc désignée comme hôte, va se retrouver avec son torse éclaté. Alors donc, en fait, le facehugger pond quelque chose exactement. dans la bouche. Il pond et ça de son devient hôte. un hôte et ça se développe dedans. D'ailleurs, il y a un terme assez technique, endoparasitoïde. S'il vous plaît. Ça existe dans le règne animal et surtout insectoïde, d'insectes qui se développent au sein d'un hôte et qui, en sortant, en fait, tuent leur hôte et émergent. Ce fameux Chestburster, on dit Burster et pas Buster d'ailleurs, parce qu'il éclate, Oui, c'est vrai. sort et sera donc le petit alien, le petit xénomorphe, qui va du coup produire, suivant les films, suivant la version, en plus ou moins de temps, une version adulte de l'alien qu'on connaît. Oui, des fois Bon. ça prend quelques heures et d'autres, C'est ça. des fois c'est la Et version d'autres, micro-ondes, c'est ça. en 10 secondes c'est fait. Quoi. C'est click and go, voilà, quoi. Ça va super vite. Je vais rapidement passer sur pas mal d'espèces qu'on croise tout au long de la saga, c'est-à-dire que en fait, dans le 1, le premier qu'on voit apparaître à l'écran, c'est un xénomorphe, mais on l'appelle le drone. Drone xénomorphe. Le drone. Le Ah ouais. drone, D'accord. D-R-O-N. Drone, donc primaire, il faut savoir que dans la hiérarchie, il y a une hiérarchie chez les aliens, la race des xénomorphes, c'est le plus bas, c'est un peu le servant de la reine, c'est il fait des tâches primaires. Passe le balai, il Ouais, ramasse voilà. la table, tout ça, ouais, d'accord, je vois bien. C'est un bipède, il a le sang corrosif parce que ça fait partie de la lignée, ils ont tous le sang corrosif. Et c'est Acide moléculaire d'ailleurs, dit dans le premier film. Exactement. Et donc c'est le premier, sans le savoir en fait, même s'il y a galère dans le 1, c'est le plus petit qu'elle affronte. Ensuite, on passe au Warrior, le Warrior qu'on a dans Aliens, donc le 2, qui lui a une capacité de furtivité, donc il a plus tendance à se cacher dans l'environnement, c'est plus difficile à détecter. Il explose quand il est tué, donc il a le bide en gros sous pression, du coup il explose, du coup ça met de l'acide partout, c'est vachement plus dur, c'est vachement plus fun. Une certaine sorte d'intelligence, puisque dans le 2, à un moment, on voit qu'il coupe l'électricité dans le vaisseau, donc même les protagonistes en sont étonnés, sont là, oh mais il est intelligent et tout, bref. Il est pas que fort, le Non, con. voilà. Pour en suivre ensuite dans la saga, dans le 3, on a le runner. Et là, c'est la première fois qu'on voit cet aspect, c'est-à-dire que il émerge d'un chien, C'est vrai. et du coup, ça devient un quadripède, c'est-à-dire qu'il a la capacité de se déplacer à 4 pattes, il est plus rapide, il est aussi plus fragile, parce qu'en fait, c'est là qu'on apprend, quand on fait quelques recherches, que les xénomorphes s'adaptent en fonction de l'hôte qu'ils infectent. Qu'ils infectent, qu'ils contaminent, duquel ils sortent en tout cas, et ils s'adaptent autant physiquement que mentalement. Ils en sortent grandis ou affaiblis en fonction de l'hôte. D'ailleurs, Giger avait fait un petit design du runner, parce que faut savoir que Giger a fait le premier, mais ensuite ça a été adapté, on s'en est servi et on a fait des dérivés. Il avait fait un design de félin qui a pas été retenu et pourtant il avait désigné comme très classe, il en était très fier, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir. Et on va finir en parlant de la reine, donc forcément, il y a quand même toute
cette idée de ruche d'abeilles, cette reine qui pond des œufs, qui a des rangs en dessous d'elle, qui donne des ordres. C'est une combattante, elle pond, elle a un pouvoir de télépathie, parce qu'elle communique avec les gens de son espèce, mais aussi avec les humains. Elle a une espèce de corruption, elle a la possibilité de corrompre. Elle est gigantesque. Et pour la petite histoire, on se demande, il y a beaucoup de questions qui soulèvent, comment naissent les reines. Et il y a des hypothèses comme quoi ça serait un peu comme au final les abeilles, c'est-à-dire qu'il y aurait un facehugger qui serait nourri de gelée royale et qui deviendrait un royal facehugger, qui ensuite infecterait un autre et qui deviendrait donc, Une reine. Avec des possibilités encore qui infecterait en plus un drone pour que ce soit son gardien. Enfin, c'est très très vaste et ils en font un peu ce qu'ils veulent. Et je vais conclure en disant qu'on a dans les spin-offs, dans notamment la fusion avec Predator, Alien versus Predator. Les 2 films, ouais. Ouais. Même les jeux vidéo, c'est-à-dire que quand il arrive que l'alien infecte un Predator, si vous connaissez ce fameux être qui a des dreadlocks, qui est armé, et qui est un prédateur et qui collectionne des scalps et des trophées, eh bien ça fait un prédalien, c'est-à-dire qu'il prend les caractéristiques physiques du Predator, donc il devient plus fort, il a des dreadlocks, et il prend son petit hobby d'avoir des trophées de ses victimes, donc du coup, ça devient une machine à tuer, qui n'était pas si dangereuse que ça avant, mais en fait, enfin si, carrément même, mais ça devient, c'est double Big Mac, quoi, le truc, en surenchérie, quoi. Cool, youpi. Et ça, c'est dans les jeux vidéo exclusivement. Alien... Non, pas dans les jeux. Dans les Alien versus Predator aussi, dans les films. C'est assez, comme je te dis, c'est un univers qui est en extension, il y a des choses qui se créent, il y en a qui sont d'accord, qui sont pas d'accord, il se passe plein de choses, je pourrais en parler encore longtemps. Mais voilà, pour conclure, Giger a créé un monstre, Scott l'a choisi comme ça, et ensuite on s'en est servi pour en faire autre chose, pour le développer, et au final, ça fait comme dans le film, il grandit même par la créativité des gens, quoi. C'est assez magnifique. Une belle mythologie qui a été créée finalement par carrément. Giger et Ridley Scott. Alors sans oublier aussi, tu parlais du côté graphique, etc., enfin de ce qu'avait créé Giger. Faut pas oublier non plus les autres graphistes, enfin les autres inspirateurs et concept artistes qui ont travaillé sur les autres films comme Moebius, Jean Giraud, et puis Sid Mead aussi, qui avait travaillé avec Ridley Scott sur Blade Runner notamment, pour tout ce qui est design de vaisseaux, de planètes, de colonies, etc. Moebius, c'était pour les combinaisons, je sais, spatiales, pas mal aussi. Oui, ça c'était James Cameron qui s'était beaucoup inspiré aussi de ça. James Cameron qui dessine excellemment bien aussi, qui a fait lui-même ses storyboards et qui dessine. C'est une véritable BD. Si vous avez l'occasion de les découvrir, c'est vraiment, enfin voilà, c'est de la même manière. C'est une bête en dessin, quoi. Le storyboard d'Alien 1 de Ridley Scott est sensationnel. Aussi. Vraiment. Mais je trouve que celui de Cameron est plus, enfin voilà, encore plus joli, quoi. Enfin, plus côté graphique, etc. Enfin voilà, c'est encore plus BD. Merci beaucoup, Davis, pour toutes ces infos. Et comme moi, tu étais un peu pressé par le temps et t'en avais des palettes entières à nous déballer. Et voilà, mais ce petit échantillon est déjà très, très, très alléchant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bien maintenant, passons au fun fact, à l'anecdote. C'est parti. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. That's it, man. Game over, man. It's game over. Eh ben, il va y en avoir 2. Haha. L'anecdote, il va y en avoir 2. Donc, la première anecdote, c'est que dans le premier film, celle-là, elle est peut-être un petit peu connue, mais en même temps, elle est toujours sympa à raconter. Dans le premier film, donc,
d'Alien par Ridley Scott, les acteurs en fait n'avaient pas été prévenus, enfin l'acteur qui joue c'est John Hurt, n'avait pas été prévenu du facehugger, c'est-à-dire il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre dans l'œuf quand il regarde au-dessus de l'œuf qui s'ouvre, et on lui a balancé un truc à la tronche, donc il a eu un réflexe vraiment tout à fait réaliste et non pas joué, acté, enfin d'un acteur. Ça a été vraiment, il a vraiment été surpris, il s'attendait pas à un truc comme ça. Déjà, et puis aussi au niveau du chestbuster, quand il y a la scène du chestbuster, donc lorsque il a été inséminé et que la créature lui sort de la poitrine, les autres comédiens n'étaient pas non plus au courant de ce qui allait se passer et comment ça allait exploser, etc. Vu que ça explose quand même assez fortement. Et donc ils ont tous été surpris, et notamment celle qui joue Lambert, on lui a dit, parce que bien évidemment il y a plusieurs prises et il y a plusieurs angles de caméra, et à un moment on lui dit tu vas avoir les techniciens lui disent tu vas avoir on va faire gicler un peu de sang, donc elle lui dit oui, bon pas de souci, et ils lui ont dit tu risques d'en recevoir quelques gouttes, sauf que manque de chance, le tuyau avec la giclée de sang qui était injectée par air comprimé lui est atterri mais vraiment en pleine gueule, et quand on regarde le film, elle en prend vraiment, mais alors plein la gueule, et elle ne s'attendait pas à ça, et elle a vraiment une réaction totalement réaliste, parce que réelle, et elle s'attendait pas à voir autant de sang sur la tronche, et quand on le sait, du coup, quand on le revoit, on se dit, ah ouais, quand même, ils y sont allés fort. Donc voilà, pour cette première anecdote. Et la deuxième, c'est sur le film Aliens, donc le retour de James Cameron. Donc le deuxième, James Cameron, réalisateur américain, hyper perfectionniste, stakhanoviste dans le travail, c'est-à-dire qu'il va travailler jusqu'à épuisement des stocks, il s'arrête pas pour manger, etc. Il était confronté, puisque le Aliens était tourné dans les studios Pinewood en Angleterre, donc c'était une équipe essentiellement anglaise, et qui dit anglais dit tea time, s'il vous plaît, donc l'heure du thé, donc c'est-à-dire à 10h pétante, et à 16h pétante, eh bien une gentille petite dame arrivait avec un gros chariot avec du thé, des petits gâteaux, et tout le monde s'arrêtait, enfin en tout cas tous les Anglais, tous les techniciens anglais s'arrêtaient de ce qu'ils faisaient, mais vraiment dans la seconde, pour boire le thé pendant 10 minutes. Donc ils s'arrêtaient systématiquement, ils prenaient le thé et après ils repartaient. Ce qui mettait James Cameron dans une rage infinie, parce que lui était en train de travailler en plein dans un truc, dans un tournage, un réglage, etc. Et d'un coup, il se retournait, il y avait plus personne. Et là, c'était juste, voilà, il pétait juste un plomb. Alors, il y avait le coup du tea time, de choc de culture. Et puis aussi, il y avait une petite loterie qui s'était instaurée au sein de l'équipe technique, donc toujours anglaise, une espèce de tradition apparemment anglaise, où tout le monde met 5 $, enfin 5 pounds, un peu d'argent une fois par semaine, et à la fin de la semaine, à une certaine heure, on va tirer un nom, et puis celui qui dont le nom est tiré, il gagne toute la somme. Donc ça, les mecs venaient régulièrement demander à James Cameron, tu mets ton petit billet dans le truc, et il les envoyait chier, mais d'une force. Donc voilà, il y a eu conflit entre les Américains et les Anglais à ce moment-là, sur le moment du tournage de Aliens, le retour. Voilà. Pour les anecdotes, et j'en ai des pleines armoires d'anecdotes sur les films d'Aliens, c'est assez croustillant, je vous encourage d'ailleurs à voir les making-of. Et bien justement, on va passer aux liens et ouvertures de notre thème d'Alien. Alors justement, je vous parlais des making-of. J'ai fait l'acquisition d'un magnifique coffret Blu-ray de l'anthologie Alien. Donc là, ça comprend les 4 films, les 4 Aliens, donc pas Prometheus ni bien évidemment Covenant, mais on a de magnifique copie Blu-ray avec à chaque fois les versions originales sorties en salle et les versions longues, qui ne sont pas toujours d'ailleurs les versions Director's Cut comme on les appelle.
Et surtout, donc là, un disque par film, et surtout, il y a 2 autres Blu-ray additionnels avec que du contenu additionnel, c'est-à-dire que des making-of, des documentaires, des photos, des reportages, des musiques, et c'est énorme le contenu qu'il y a là-dedans, et c'est ultra intéressant. Donc je vous encourage à, si vous êtes fan ou si vous voulez découvrir tout simplement, d'avoir ça dans votre vidéothèque. En plus le coffret est assez joli, assez discret. Je vous encourage à aller voir le prix. Moi, je sais que je l'avais eu sur une promo sur Amazon à 20 €, même pas 18 €. Mais je pense qu'il est pas très cher. Donc, si vous avez envie de vous faire toute la saga Alien, je vous encourage à prendre ce magnifique coffret Blu-ray. Voilà. Chourel, tu voulais nous parler d'une expérience particulière. Oui, c'est juste un petit lien qu'on va vous donner après dans les liens utiles. C'est l'expérience VR Alien Covenant. Vous allez vivre une scène d'une façon un petit peu spéciale puisque c'est du point de vue d'un alien. Je voudrais pas trop spoiler non plus, mais je vous invite vraiment à vivre cette expérience 360 degrés, faut le rappeler. Ouais. Plonger au cœur de l'action, on va dire. Pas être plus au cœur de l'action. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux le voir avant ou après Alien Covenant? Je pense qu'il vaut mieux le voir après pour bien se rappeler justement la scène qui est complètement parallèle à celle-ci. On constate que tout a lieu au même moment, en même temps, ils ont parfaitement timé la chose. Et ça fait un petit souvenir, un petit rappel de ce qu'on vient de voir qui est assez croustillant, assez sympa, sous un point de vue complètement différent. Très bien. Eh ben, on mettra ça dans les notes de l'émission. Alors, bien évidemment, si vous avez un casque VR de réalité virtuelle, Mon un Dieu. Oculus, un PSVR ou autre, Ça va être génial. c'est d'autant mieux, mais un petit cardboard marche bien avec les smartphones récents. Ça fonctionne parfaitement. Merci Chourel pour ce petit lien. Et puis, Davis, tu voulais nous parler de quelques annonces. Ouais, récemment on a eu quelques infos directement de la bouche de Ridley Scott qui annonçait, on lui posait la question, qu'est-ce qu'il comptait faire de Prometheus et autres. Donc c'était juste après la sortie de Covenant, donc on savait qu'il y avait Covenant, mais est-ce qu'il va y avoir autre chose? Et il semblerait que oui, selon ses dires, il y aurait en plus de Covenant un autre, et il précise même dans les lignes de l'interview que c'est pas impossible que si ça plaît, il en fasse un autre encore pour faire 4 et 4 au final. La saga plus qu'il y a avec Prometheus, 4 et 4. Et même, il semblerait que, vers la fin de cette interview, il avorte le projet qu'il y avait de faire un Alien 5. D'accord. Avec un possible retour même quasiment sûr de Sigourney Weaver dans son rôle de Ripley. Donc c'était dans les cartons, c'était probablement déjà un peu écrit, mais avorté. Un énième clone, Ouais. je sais pas, ou la suite, Ouais, finalement, ouais. parce que la suite, elle ne meurt pas dans le 4, hein. C'est ça, Je donc spoil, est-ce que, mais ouais. bon, voilà. Est-ce que ça en vaut la peine? Enfin, on verra, quoi. Très bien. Et puis aussi, je crois qu'il y avait, si on veut continuer un petit peu d'explorer l'univers d'Alien, en plus des jeux, et des films, il y a d'autres choses, je crois, Davis. Ouais, c'est vrai que on a du support papier. Il y a des bouquins qui expliquent quelques aspects qui sont inexploités dans la saga, Mhm. sur les xénomorphes, la façon dont ils sont conçus. Ça peut être intéressant à feuilleter. J'avoue que je sais pas. Il y a probablement des illustrations à voir. D'accord. Ouais. Donc il y a des livres aussi, Il y a des des romans aliens. Je recommande celui de Tim Lebon, enfin ceux de Tim Lebon. D'accord. Ok. Très bien. Noté. Bah, écoute, on mettra Ouais, tout merci. ça dans les notes de l'émission, sur le site et sur les notes du podcast, bien évidemment. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va faire c'est notre petite minute réseaux sociaux, la petite auto-promo. Donc, n'oubliez pas, bien évidemment, de nous mettre 5 étoiles, de nous mettre des pouces bleus sur YouTube, d'aller visiter notre page Facebook @multifocus.
d'aller sur notre compte Twitter @multifocuspod et notre compte Instagram Multifocus, et puis donc la chaîne YouTube Multifocus le podcast pour avoir un petit peu plus de contenu, des images en plus, et voilà, on va essayer d'étoffer un petit peu plus, on va faire un petit peu plus de boulot sur les réseaux sociaux maintenant que l'émission s'installe un peu mieux. Il y a quand même pas mal de boulot à faire, mais on est un petit peu actif quand même, on essaye d'être beaucoup plus actif là-dessus. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tout le monde, tous les auditeurs soient un peu plus actifs aussi, hein, parce qu'on n'a toujours pas beaucoup de messages. Nous entendez-vous voilà, donc exprimez-vous, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous mettre un petit commentaire, même pas grand-chose, même super émission où vous êtes tous à chier. Enfin, j'espère pas, mais mais au moins exprimez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Prochain podcast, donc dans un mois, on changera peut-être de formule. On sait pas, on est encore en discussion par rapport au format de l'émission. En tout cas, le prochain podcast sera autour du film Wonder Woman qui sort le 7 juin et réalisé par Madame Patty Jenkins, qui avait entre autres réalisé le film Monster avec Charlize Theron. Très beau film. Et le thème de l'émission sera la place des femmes dans les films de super-héros. Voilà, vaste programme, séries, films, il y en a beaucoup, on est inondé beaucoup depuis ces dernières années, mais quelle est la place de ces dames au sein de ces adaptations? Ça vous laisse pantois? Mais complètement. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas pour cette nouvelle émission, et puis merci à Davis qui nous a régalé de de tout ce petit pavé sur Giger et les aliens, à Chourel également pour sa passion pour le personnage de Ripley, et puis aux très intéressantes interventions de Lia en tant que documentaliste, et que dès qu'il y avait une petite info à chercher, on avait Siri à côté de nous qui allait nous chercher l'info. Je suis déçu, vous étiez beaucoup trop au courant de ce dont vous parliez, donc j'ai un peu Trop bon, servi à rien en fait. Et merci à toi Doc du coup pour l'opportunité, c'était un plaisir, une première mais un plaisir. Eh ben écoutez, revenez quand vous voulez, la porte est grande ouverte, vous avez fait vos preuves, vous avez passé haut la main l'épreuve du feu, donc c'est avec plaisir qu'on vous réaccueillera dans Multifocus. Voilà. Cool. Surtout pour Wonder Woman. Eh ben tiens, allez, c'est parti. Les femmes en action. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés, et donc n'oubliez pas de nous liker un peu partout, et au mois prochain pour la prochaine émission. Gros bisous, bye bye à vous, portez-vous bien. Salut. Bisous. Salut les loulous. See ya!